Good morning. Bonjour à tous. Nous sommes prêts à entamer notre réunion. J'ai hâte d'entendre les débats d'aujourd'hui parce que, à maintes reprises, nous avons abordé cette question, la démographie, avec plusieurs points de vue différents, mais aujourd'hui, nous avons le grand honneur d'accueillir le professeur Lecaillon. Il va nous présenter des données quant à la démographie européenne. Alors, je voulais vous donner quelques informations dont je suis très fier. Cette semaine, le parti PPE, ici, au Parlement européen, a adopté ce qu'on appelle un document de position sur la démographie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais répéter une fois de plus que je suis très fier que même mon parti, le PPE, reconnaisse l'importance du sujet. C'était le cas par le passé, mais il n'y avait pas suffisamment mis l'accent sur ce sujet. Et j'espère que nous allons approfondir nos discussions sur la démographie au sein de mon groupe, le PPE, et pas uniquement ici dans cet intergroupe. Professeur Lecaillon, je n'ai pas autre chose à ajouter. Paolo, peut-être, voudrais-tu prendre la parole, quelques mots d'introduction, et ensuite nous donnerons la parole à Monsieur Dinko. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être là. Je vais parler en italien, puisqu'il y a l'interprétation disponible dans cette langue. Merci à tous. Alors je saisis l'occasion, étant donné que d'habitude nous n'avons pas l'interprétation dans cet intergroupe, mais aujourd'hui, heureusement, oui, et ainsi nous pourrons mieux nous comprendre. C'est un immense plaisir pour moi d'accueillir le professeur Lecaillon, qui a été invité par les collègues Madame Maréchal et Monsieur Gomard. C'est un grand plaisir parce que depuis juillet de l'année dernière, nous tentons de faire en sorte que notre parti, notre groupe politique au niveau européen et le Parlement européen, de faire en sorte que la démographie devienne une priorité. Parce que si nous arrêtons de faire naître de nouveaux Européens, eh bien, à quoi servent toutes les décisions politiques, économiques, sociales, puisque nous serions destinés, dans ce cas, à l'extinction en tant qu'Union européenne et en tant qu'Europe, et notamment la culture européenne. Hier, notre ministre des Finances a déclaré une position nette en matière de démographie. Il a dit que du point de vue économique, nous devons nous rendre compte, et là, je vous renvoie au livre du professeur, la famille est source de prospérité. Du point de vue humain, certes, social également, mais aussi du point de vue économique. C'est un levier de croissance. Et donc, c'est l'une de nos propositions principales. C'est pour cela que nous voulons supprimer dans le pacte de stabilité les investissements pour favoriser la natalité et pour la démographie, parce qu'il n'y a pas d'investissement plus important que celui dans les enfants à naître, les futurs Européens. Et c'est pour cela que nous avons tenté d'inviter le professeur, et je remercie les organisateurs, pour insister sur l'importance économique de la démographie. Merci une fois de plus à tous. C'est un plaisir de poursuivre sur cette lancée avec des rencontres que nous avons rencontrées avec nous avons rencontré Monsieur Bassi, et la semaine prochaine, la commissaire Chouitsa nous rencontrera pour qu'on puisse parler de l'avenir de la natalité et de la démographie en Europe. Merci à tous. Bon débat. Permettez-moi de parler en roumain. Nous avons traduction. Este o mare bucurie să vedem noi cei care suntem pasionați de democrație. C'est un immense plaisir pour moi de parler de démographie. Ce sujet est devenu une priorité pour les décideurs politiques. C'est une bonne chose. Comme l'a dit Madame Toms, nous voulons remercier Madame Marshall, Monsieur Gomard et Monsieur Lecaillon
d'être venu aujourd'hui. Merci d'être parmi nous pour cet événement. Jusqu'à présent, on a parlé de crise démographique. Maintenant, on parle d'hiver démographique. Un hiver très long, parce qu'en 2023, le taux de fécondité était d'1,4 enfants par femme, contre 2,1. En Espagne ou en Roumanie, les taux sont passés sous la barre des 1,4 enfants. C'est une crise immense. Le ratio de personnes qui ont plus de 65 ans augmente sans cesse. Dans quelques années, en 2050, il y aura 30% de personnes de plus de 65 ans. Ce déséquilibre a un impact sur la cohésion sociale. Mais au-delà de chiffres, on parle de confiance. Les jeunes Européens ne pensent pas qu'ils pourront construire un avenir stable en Europe. Les études sociologiques montrent que la principale inquiétude des parents est liée à l'avenir de leurs enfants. Le coût de l'éducation d'un enfant a augmenté de 40% au cours des 10 dernières années. C'est particulièrement inquiétant pour les familles. Que pouvons-nous faire? Le professeur Lecaillon va nous en dire plus sur le sujet, puisqu'il est spécialiste dans le domaine. J'ai lu un de ses ouvrages qui portait sur la famille. Il faudrait un pacte pour les familles, avec des programmes de type garantie enfant qui devraient être étendus. Nous devrions nous assurer de pouvoir subvenir aux besoins des enfants dans le secteur public et dans le secteur privé. Souvent, ces infrastructures ne font pas l'objet de suffisamment d'attention dans notre société. Une plateforme de la démographie et un observateur de la fertilité a été lancé, ce qui signifie qu'on commence à s'inquiéter du sujet. Je tiens de nouveau à remercier nos invités d'être présents aujourd'hui et de s'intéresser à ce sujet. Merci. Mesdames et messieurs, chers collègues, mesdames et messieurs également les coprésidents et monsieur le professeur Lecaillon, permettez-moi tout d'abord de vous faire part de ma grande satisfaction de pouvoir tenir cette séance avec vous, aux côtés donc du général Gomard et de nos 3 coprésidents. Il est vrai parfois que notre activité parlementaire nous entraîne dans le détail de mesures techniques dont nous avons du mal à percevoir l'urgence et l'importance. Ici, aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est important, de ce qui est urgent, de ce qui est vital pour chacun de nos pays, pour l'Europe et pour les Européens. Urgent et vital parce que les lois de la démographie sont terribles. Les enfants qui ne sont pas faits ne sont pas remplacés et le temps perdu est irréparable. Or, justement, notre vieux continent ne fait plus d'enfants et s'éloigne tristement et chaque jour des fameux 2,1 enfants par femme nécessaires au simple renouvellement des générations. 1,78 enfants par femme en 2022 en France, un très petit score pour un premier de classe qui n'en est pas fier, 1,71 en Roumanie, 1,46 en Allemagne qui est aussi la moyenne européenne, 1,18 en Italie. En nombre d'âmes, nous sommes passés de 6 600 000 naissances en 1960 à 3 800 000 en 2022 dans toute l'Europe. Et la courbe n'en finit pas de s'affaisser. Il y a dorénavant chaque année plus de migrants qui entrent sur le continent européen que d'enfants qui y naissent. Nous pourrions raisonner comme des comptables et considérer que tout cela n'est pas si grave dans une planète aux projections démographiques à près de 10 milliards d'êtres humains en 2050. Nous pourrions raisonner comme ceux que la culture de mort a déjà atteint et qui rêvent de décroissance en pensant qu'un enfant se mesure à son bilan carbone. Mais nous ne pensons pas comme cela, parce que la natalité, c'est la prospérité, comme l'a déjà écrit le professeur Lecaillon, c'est la projection de soi vers l'avenir. La natalité, c'est aussi la puissance, c'est aussi l'indépendance, c'est aussi la garantie d'une continuité historique d'un peuple sur sa terre. Car nous le savons tous ici, beaucoup dans l'enceinte du Parlement considèrent que la première réponse au déficit démographique se trouve dans l'immigration.
sans tenir compte des conséquences économiques, sécuritaires et culturelles sur nos sociétés. Alors grâce à cet intergroupe, nous avons l'occasion, enfin, de travailler sur les raisons psychologiques, morales, matérielles de ce drame de la natalité européenne. Et pour cela, nous allons nous arrêter avec le professeur Lecaillon sur le rôle déterminant et irremplaçable que joue la cellule familiale dans la société, dans l'économie en particulier, et dans cet enjeu démographique. Il est temps enfin d'affronter cet hiver démographique européen et, je l'espère, de commencer à dessiner aujourd'hui le chemin vers son printemps. Je vous remercie et je laisse la parole au général Gomard. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs, chers collègues, madame la présidente, messieurs les vice-présidents. Nous avons aujourd'hui la chance d'entendre une voix rare, à la fois scientifique et humaine, celle du professeur Jean-Didier Lecaillon. Bienvenue au Parlement européen, monsieur le professeur. Économiste très reconnu, professeur émérite à l'Université Paris-Panthéon-Assas, il explore depuis des années avec rigueur et clarté un angle aveugle de nos politiques publiques, le lien entre famille, capital économique, capital humain et développement économique. J'avais lu à l'époque, monsieur le professeur, votre livre « La famille, source de prospérité ». C'était en 1995. À l'époque, nous parlions en francs, l'euro n'existait pas. Et 1 franc investi dans la famille, disiez-vous, entraînait 10 francs reversés dans l'économie. Ce ratio est-il toujours correct? Je ne sais pas. Peut-être l'expliquez-vous dans votre dernier livre, paru en octobre 2024, « La famille au cœur de l'économie », que je confesse ne pas avoir encore fini. Je le finirai, monsieur le professeur. Vous y démontrez que la croissance ne peut exister sans vitalité démographique et que la famille n'est pas un coût, mais un investissement stratégique. La méthode de travail du professeur Lecaillon m'a été rappelée par ma directrice de cabinet, dont il était le directeur de thèse. Il part de faits mesurés, s'appuie sur des données précises, comme cette évaluation du travail domestique, représentant jusqu'à 35% du PIB en France. 35% du PIB, c'est énorme. Il formule aussi des propositions concrètes, redonner un caractère universel aux allocations familiales, valoriser la parentalité comme créatrice de richesse, intégrer la dimension familiale dans la fiscalité et se faire du logement un levier de l'accueil de la vie. Mais surtout, le professeur Lecaillon nous invite à un changement de regard. Cesser de considérer la famille comme un simple foyer de consommation et la reconnaître comme le cœur battant de nos économies et de nos sociétés. Car aujourd'hui, il ne suffit pas de parler de réarmement militaire ou moral dans l'Union européenne pour faire face aux menaces qui sont mes sujets de prédilection. Nous avons besoin d'un réarmement démographique, car sans hommes, sans famille, il n'y a pas d'hôpitaux à faire tourner, ni écoles à remplir, ni équipage pour armer nos frégates ou nos chars, ni économie d'ailleurs à faire prospérer. C'est une vérité toute simple. Il faut sortir du déni. Savez-vous qu'en Europe, il existe un écart important entre le désir d'enfant et le nombre d'enfants que nous avons réellement? En France, cet écart serait de 2 enfants. Nous devons travailler sur ce levier. Cher professeur Lecaillon, votre présence ici est précieuse. Vous apportez non seulement un diagnostic lucide, mais aussi des solutions applicables. Comme députés européens, soucieux de continuité économique, d'équilibre écologique, y compris de l'écologie humaine, nous vous écoutons avec une grande attention et une grande attente. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président et coprésident, pour votre présentation qui m'honore, qui me met un peu la pression quand même, car nul n'est prophète en son pays, et vous avez rappelé mon ouvrage de 1995 qui manifestement n'a pas reçu toute l'attente qu'on aurait pu espérer, et donc j'espère que de nouveaux arguments pourront peut-être en convaincre certains d'entre vous. Dans la présentation, il a bien été dit, et je le rappelle, je suis économiste, je ne suis pas démographe, je m'appuierai bien entendu sur des faits démographiques dans un instant. Je suis un universitaire, donc un scientifique, je ne suis pas un politique. Attendez-vous donc à ce que je vous passe le relais à l'issue de cette intervention. Et je voudrais rythmer mes propos, d'abord en vous rappelant, car je vois que vous êtes bien informés, étant donné ce que je viens d'entendre, sur la situation démographique, en m'appuyant sur des travaux de collègues démographes, et essentiellement de graphiques
pour mémoire, si je puis dire, avant de passer à une analyse de ces faits, l'analyse proprement dite qui sera orientée vers ma discipline qui est l'économie, et ce qui devrait, je l'espère, nous permettre d'envisager quelles pourraient être les perspectives en matière de politique, s'agissant de ce qu'on appelle encore la cellule de base de notre société. Alors, en ce qui concerne le premier point des faits, je voudrais vous proposer quelques graphiques, quelques tableaux statistiques, la plupart ayant été fournis d'ailleurs par mon collègue, le démographe Gérard-François Dumont. J'ai repris ces graphiques tels quels, j'espère que la présentation sera suffisamment claire. Je voudrais plus particulièrement insister sur la dimension fécondité ou natalité qui est insuffisante en Europe, avant de poser quelques questions pour l'avenir. Le premier graphique que je vous propose, il est très simple. Il vous permet de visualiser, en un clin d'œil, si je puis dire, l'évolution de la population européenne. Et cette courbe croissante nous laisse finalement beaucoup d'espoir sur une période que j'ai voulu assez longue. Le graphique étant peut-être un peu petit, je précise que ça commence en 1960 et ça se termine en 2022. En 1960, la population européenne était légèrement supérieure à 350 millions. Elle est aujourd'hui, ou du moins en 2022, elle approche les 450 millions, tout va bien. Si on se compare et si on regarde donc les choses de façon relative, c'est-à-dire, si on rapporte cette population dont je viens de parler de façon absolue à l'ensemble de la population mondiale, la courbe n'est plus croissante, elle est décroissante et elle est, sur la même période, relativement décroissante, puisqu'en un quart de siècle, l'Europe passe de 14% de la population mondiale à la moitié, 7%. Nouveau graphique, toujours emprunté au professeur Dumont, la notion de dépopulation. Qu'entend-on par dépopulation? C'est tout simplement le solde, la différence entre les berceaux et les cercueils. Ce solde devient négatif en 2012. Il s'agit d'un premier élément d'information, insuffisant évidemment en termes d'analyse, car je n'ignore pas, et vous non plus j'en suis sûr, que c'est aussi les conséquences d'une structure par âge qui s'est modifiée, et il est bien évident qu'à partir d'un certain âge, le fait de ne pas avoir d'enfants ne signifie pas qu'on n'en veut pas, c'est sans doute qu'on ne peut pas plus en avoir. Et je vais revenir plus précisément sur une autre notion, celle de remplacement, qui révèle plus précisément quelles sont les tendances. Ce graphique vient compléter le précédent. En vert, la courbe en vert vous indique l'accroissement de la population dû au solde migratoire, tandis qu'en rouge, nous voyons l'évolution de la population résultant de ce fameux solde entre naissance et décès, ce qu'on appelle le mouvement naturel. De façon comptable, on pourrait se dire l'un compense l'autre, tout va bien. Mais vous imaginez bien que derrière ces deux réalités statistiques, il y a des phénomènes économiques et sociaux très différents, et donc il est important quand même de noter que nous vivons une nouvelle période depuis un certain nombre d'années, dans la mesure où la population se renouvelle, la population européenne, essentiellement du fait du mouvement migratoire. Dernier graphique, pour prendre la mesure des caractéristiques de la population européenne, sur une période un peu plus courte, je me suis contenté de regarder
la situation depuis le début de ce siècle, du XXIe siècle, l'Europe vieillit. L'Europe vieillit, je vous rappelle la définition, ça n'est pas parce que les gens vivent plus longtemps. La définition du vieillissement, c'est la part, le poids, la part relative de la population dite âgée dans l'ensemble de la population. Certes, la longévité explique en partie ce vieillissement, ce qu'on appelle le vieillissement par le haut, sous-entendu de la pyramide des âges, mais le vieillissement vient essentiellement d'une diminution des naissances, le vieillissement par le bas de la même pyramide. Vous voyez que la courbe, enfin vous voyez, j'espère que vous voyez, que la courbe en rouge nous indique le pourcentage des 20 ans, des moins de 20 ans, et la courbe en vert, le pourcentage des plus de 60 ans, et les courbes se sont croisées récemment, traduisant très précisément ce vieillissement. Ce rappel d'un certain nombre de faits me semble justifier que nous nous intéressions maintenant, et pour compléter, aux insuffisances de la natalité. Je vous propose un petit approfondissement sur nos capacités à assurer le dynamisme démographique. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'est la notion de remplacement qui est la référence fondamentale. Pour assurer son remplacement, une femme doit mettre au monde, au cours de sa vie féconde, une fille, l'idée étant qu'elle devienne à son tour elle-même mère, et que si elle a à son tour une fille, vous voyez que de génération en génération, la population est remplacée. Messieurs, et je fais partie de votre corporation, je suis désolé de vous dire que les démographes privilégient le sexe dit faible, mais vous allez le voir qu'il n'est pas si faible qu'on veut bien le dire, puisqu'il y a un peu plus de naissances à l'âge zéro de garçons que de filles. La nature est bien faite, les garçons sont plus fragiles que les filles, et ce petit avantage à la naissance permet rapidement la compensation. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce rapport homme-femme à l'âge zéro? Parce que si on veut poursuivre dans cette idée de remplacement, nous sommes obligés de tenir compte du fait que même dans nos pays dits développés, où la mortalité infantile et juvénile est faible, il y a des petites filles qui n'atteindront jamais l'âge d'être mère. Il faut donc tenir compte de la mortalité pour pouvoir regarder quelles sont les capacités de remplacement de la population. Je vais faire une moyenne européenne, pardonnez-moi ce raccourci, mais il y a environ 2% de petites filles qui n'atteindront jamais l'âge d'être mères. Il faut donc que 100 femmes mettent au monde, non pas 100 filles, mais 102, puisque 2 vont décéder. Mais pour avoir 102 filles, ces femmes doivent accepter d'avoir 108 garçons, c'est une règle de 3, 108 garçons pour respecter le rapport 105-100 que j'évoquais tout à l'heure. 108 plus 102, ça fait 210. Il paraît qu'il faut donner des chiffres pour paraître sérieux et scientifique. Donc je vous fais des opérations très simples qui sont des divisions et des soustractions. 102 plus 108, 210 pour 100 femmes divisé par 100, le fameux 2,1, nous y voilà. Qui n'est pas un chiffre universel et définitif. À d'autres époques, il faut plus de naissances pour assurer le simple remplacement. C'est étant donné la mortalité féminine que nous sommes à ce 2,1. De façon utopique, imaginons un instant qu'il y ait 0 mortalité jusqu'à l'âge de la maternité, ça serait 2,05, 100 filles plus 105 garçons, 205 divisé par 100, 2,05. Voilà un indicateur très important pour apprécier réellement la capacité d'une population à assurer son remplacement. Alors pour ma présentation, il n'était pas possible, je m'en excuse, de détailler la situation dans tous les pays, dans chacun de vos pays de l'Union européenne, mais je me suis
permis d'essayer d'illustrer les situations à travers 3 graphiques qui concernent donc l'Europe du Nord, l'Europe du Sud et l'Europe de l'Est. Commençons par l'Europe du Nord. Entre parenthèses, pour mémoire, je vous ai indiqué la fourchette de ce fameux indicateur conjoncturel de fécondité, qui ne devrait être de 2,1, je vous ai dit pourquoi. Selon les pays, il varie entre 1,38 et 1,98, mais ce qui m'intéresse, c'est... Alors j'ai retenu 3 pays d'Europe du Nord, pardonnez-moi encore cette sélectivité, l'Allemagne, la Suède et le Danemark, et puis, oui, en vert, si on le voit, c'est la courbe qui finit par être la plus basse à la fin du graphique, mais qui, au début du graphique, est un peu plus au-dessus. Ça, c'est en vert, voilà, ça, c'est l'Europe. Et puis, c'est les autres pays d'Europe du Nord. Je dirais que ces pays sont au-dessus de la moyenne européenne. Ils sont relativement stables. La courbe est relativement plate, même si le niveau est insuffisant, puisqu'aucun de ces pays n'atteint le fameux 2,1. Mais disons que, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Si nous regardons maintenant la situation telle qu'elle apparaît dans les pays d'Europe du Sud. Ici, on voit toujours l'Europe en vert, et puis un grand écart. La courbe plate la plus haute correspond à la France, et les 2 courbes en dessous correspondent à l'Espagne et à l'Italie. Quant à la fourchette, elle varie entre 1,16 enfants par femme et 2,03, toujours insuffisant. Je dirais que ces écarts importants donnent un peu l'impression d'une acceptation de la situation. C'est-à-dire, quand on voit même que ces dernières années, y compris en France d'ailleurs, qui pouvaient apparaître comme en tête de peloton, ne nous en organisons pas, eh bien, on voit que la courbe a tendance à baisser. C'est bien sûr plus préoccupant en ce qui concerne l'Espagne ou l'Italie, qui partaient de niveaux déjà très bas et qui ne remontent pas. Je dirais qu'ici, le grand écart est assumé. Enfin, en ce qui concerne les pays de l'Europe de l'Est, j'ai sélectionné de façon totalement arbitraire, je m'en excuse pour la 3e fois, la Bulgarie, la Pologne et la Hongrie. On garde en vert l'Europe. Ici, on s'aperçoit que ce sont des pays qui semblent avoir pris conscience d'une réalité effectivement préoccupante en ce qui les concernait au début du siècle. Et puis, je dis cela en voyant que les courbes vont plutôt, partant de très bas bien sûr, mais vont plutôt à la hausse, même si à la fin, eh bien, il y a un certain relâchement en Bulgarie et en Pologne en particulier. Le rebond nécessaire n'est donc pas confirmé. J'ajouterai à cette série de graphiques qui vous donne un aperçu factuel, sans analyse et sans jugement, bien entendu, une remarque qui a été faite dans la présentation générale, je crois pas Madame Maréchal, le désir d'enfant apparaît dans toutes les enquêtes dont nous disposons comme supérieur à la réalité. Et cela nous donne un certain nombre de perspectives positives après avoir été assez négatifs, peut-être trop, certains le penseront-ils, mais je pense qu'en évoquant l'existence d'un désir d'enfant qui serait suffisant s'il était satisfait pour assurer ce fameux remplacement, le désir d'enfant, nous y reviendrons, laisse quelques possibilités de mesures politiques. Et j'aborde alors le 3e point de cette observation des faits en posant des questions. Je me pose devant vous et avec vous, je l'espère, 3 questions. Première question, devons-nous parler de suicide s'agissant de la démographie européenne?
c'est une expression qui n'est pas de moi, je l'ai retrouvée dans la littérature et elle est utilisée, j'essaierai de l'illustrer. Deuxième question, avons-nous raison de parler de pyramide des âges, comme je l'ai fait il y a quelques instants, quand le terme de toupie, pour utiliser une autre figure géométrique, semble plus approprié? Enfin, je m'interroge, peut-être est-ce le côté économique qui prend le dessus sur l'aspect démographique, mais je m'interroge avec vous sur la question suivante: l'Europe aura-t-elle les bras et les cerveaux nécessaires à son développement? Première question, devons-nous parler de suicide s'agissant de la démographie européenne? Cette expression, je vous l'ai dit, n'est pas de moi, je l'ai retrouvée dans une publication de la Fondation Robert Schuman. Quand on parle au Parlement européen, je trouve que ce n'est pas une mauvaise référence, dans une publication Questions d'Europe de 2018. Dans cette publication, on parle de suicide dès 2050. Nous n'y sommes pas encore, peut-être peut-on dire cela, mais je signale cette question. Les projections démographiques effectuées par les experts de l'ONU fondent ce diagnostic en forme d'alerte émise il y a déjà quelques années par un économiste français, Jean-Michel Bousmar pour ne pas le citer, et un démographe, Michel Godet, qui disaient eux aussi qu'à l'horizon 2050, l'Europe pourrait stagner autour de 500 millions d'habitants et donc perdre en quelque sorte près de 50 millions de personnes en âge de travailler dans la tranche des 20-64 ans. Vous retrouvez sur ce tableau que je n'ai pas commenté, mais vous voyez, l'Union européenne, c'est la dernière ligne. En 2015, 505 millions d'habitants. En 2050, ça a baissé, 500. Mais surtout, c'est la partie active qui baisse de la façon la plus conséquente. Là aussi, il faudra y revenir. Voilà la fameuse toupie. Alors, cette pyramide des âges est représentée en couleur pleine, vert d'un côté, bleu de l'autre, la situation telle qu'elle est projetée pour l'année 2100. Pour l'année 2024, c'est le contour, juste la frontière qui est peut-être un peu pâle. J'espère que vous pouvez la distinguer, hein, cette frontière ici, là, ici d'un côté et de l'autre. Alors, c'est déjà plus tellement une pyramide. Vous savez qu'une pyramide, c'est une figure telle que la base est plus large que le sommet. Vous voyez que ce n'est pas le cas, mais alors en 2100, je pense que ça ne nécessite pas de commentaires supplémentaires. Je crois que la visualisation des faits n'est pas une mauvaise chose. Au moins pédagogiquement, vous voyez un petit peu comment va se présenter la situation en Europe à travers cette présentation. Ces deux pyramides ont été construites à partir des statistiques d'Eurostat. Je pense que les statistiques d'Eurostat sont encore crédibles et peuvent être des références. Enfin, je m'interroge pour savoir qu'en sera-t-il dans le futur en ce qui concerne les bras et les cerveaux. Alors voilà un tableau dans lequel vous avez ici la situation de l'Europe et quelques pays, Allemagne, France, Espagne, Italie, que vous pourrez également consulter. Je me contente de la situation de l'Europe. Entre 2015 et 2050, l'Europe perd plus de 8 millions de jeunes, c'est-à-dire l'avenir. Perte de 8 millions de jeunes de moins de 20 ans. Elle perd près de 50 millions d'actifs entre 20 et 64 ans. Et nous pouvons nous en réjouir d'une certaine manière. Elle gagne à peu près l'équivalent, vous voyez, entre au-delà de 65 ans. Pourquoi nous en réjouir? Parce qu'il s'agit de personnes âgées qui sont des êtres que nous chérissons,
et nous ne pouvons que nous satisfaire de savoir que nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents vont vivre plus longtemps. Donc il ne s'agit pas de dénoncer cette situation. Ce qui me préoccupe beaucoup plus, c'est évidemment que ça ne fait que, j'allais dire, les personnes dites âgées vont simplement remplacer les personnes dites jeunes, c'est-à-dire le passé prend le dessus sur l'avenir, ce qui en termes de développement économique n'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors, ce qui m'ennuie, c'est que mon compteur n'est pas démarré, c'est-à-dire, je ne sais pas, donc Lorraine, vous me ferez signe si je suis en retard. Pour moi, j'étais à peu près au milieu de mon temps, c'est à peu près, et j'ai terminé ainsi ma partie factuelle, c'est-à-dire celle qui vous rappelait la situation. Et je vous propose maintenant d'aborder l'analyse au-delà des faits, et évidemment une analyse qui sera largement polluée, teintée, influencée par ma discipline scientifique qui est l'économie. Je vous propose donc de porter une attention sur les liens qui existent entre la dynamique démographique, la croissance démographique et le développement économique dans un premier temps. Je me permettrai de dénoncer le parti pris de certaines présentations les plus courantes. Alors, ce n'est pas un jugement, mais c'est un manque d'actualisation. La science, vous savez, c'est en perpétuelle évolution. Un scientifique, il se pose d'abord des questions et il remet en question ce qui est reconnu. C'est son travail. Et donc, je voudrais vous dire que la science économique aussi fait des progrès et que dans les quelques décennies récentes, elle a fait de grands progrès qui ne sont pas toujours pris en compte dans l'analyse, et c'est évidemment dommage. Et ceci me justifiera que je termine par une réalité trop souvent ignorée, ce que nous appelons la production domestique. Premièrement, donc, le lien entre le dynamisme démographique et la croissance. Nous savons, du point de vue scientifique, qu'il n'existe pas de croissance économique sans dynamisme démographique. C'est une condition nécessaire. Vous m'avez bien entendu. J'ai dit condition nécessaire. Je n'ai pas dit suffisante. Vous avez sûrement en tête des pays qui bénéficient d'une croissance démographique et qui ont de vrais problèmes économiques. Il ne suffit pas de faire des enfants pour assurer le développement économique. En revanche, c'est nécessaire. Nous ne connaissons pas, en effet, de pays qui se soient développés dans la stagnation démographique. Voilà un premier point. Ceci est fondé sur un certain nombre de développements théoriques récents. J'en ai retenu 3 parmi les plus importants. D'une part, la théorie dite de la pression créatrice, qui est une théorie qui a été développée à la fin du XXe siècle par une économiste américaine, Esther Boserup, et qui lui a permis, face à la croissance démographique très importante que l'Inde connaissait à l'époque, connaît toujours d'ailleurs, et qui alertait de nombreuses personnes en disant « qu'allons-nous faire devant telle population ?» Eh bien, Boserup a montré que la croissance démographique était une pression suffisante pour inciter à des changements, en particulier en introduisant du progrès technique qui allait assurer, non pas la satisfaction de tous à tout moment, mais qui allait pouvoir répondre aux besoins à travers ce qu'on a appelé ensuite la révolution verte. La révolution verte en Inde est explicable par la pression démographique. Voilà une première référence. Elle n'est peut-être pas suffisante. Alors, évoquons tout le courant de pensée qui s'est développé autour des théories dites de la croissance endogène. Je ne vais pas les détailler, bien sûr, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux empiriques qui ont été effectués à partir de ces théories, et en particulier un certain nombre d'auteurs, dont des prix Nobel, ont mis l'accent sur les ressources humaines comme un facteur de développement et un facteur qui permettait des rendements croissants. Jusqu'à présent, les économistes pensaient que les rendements étaient décroissants et donc que les perspectives de croissance étaient limitées. Et les théories de la croissance endogène ont montré qu'en fait, il y avait une forme d'investissement en capital qui n'était pas du capital physique, mais du capital humain. Et ceci a débouché, c'est ma troisième référence,
sur la théorie du capital humain. Il faut peut-être citer 2 auteurs américains, une fois de plus, comme étant à l'initiative au cours de la fin voilà, à partir des années 1960-70, c'est pas très vieux pour la science, Theodore Schultz et Gary Becker, qui expliquent bien que nous sommes en face d'un investissement qui va justifier, s'agissant du capital humain, la production domestique. Mais avant de parler de la production domestique, je voudrais tout simplement, parce que c'est compliqué, le capital humain, c'est compliqué à mesurer. Je l'explique dans mon livre, je donne beaucoup d'évaluations qui ne sont pas contradictoires, qui ne sont pas toutes semblables, qui donnent des ordres de grandeur suffisants pour nous convaincre qu'il y a une véritable richesse qui n'est pas prise en compte. Et j'ai repris la définition de l'OCDE en me disant qu'après tout, c'était quasiment consensuel. Comment l'OCDE définit le capital humain? C'est l'ensemble des connaissances, qualifications, compétences et caractéristiques individuelles qui facilitent la création du bien-être personnel, social et économique. Si ça, ce n'est pas des choses très positives, alors je n'ai pas bien compris ce qu'est la science économique. Mais parlons de la production domestique et à ce propos, évoquons ces lacunes, pour ne pas dire plus, s'agissant de certaines présentations, ces billets que l'on retrouve dans certaines présentations. En fait, puisque derrière mes propos, et je conclurai là-dessus, il y a l'idée de famille que le général Gomard avait présentée également il y a un instant, les économistes parlent pas de famille, ils parlent de ménage. Et ceci n'est pas indifférent, vous allez comprendre. Parmi les ménages, il y a les ménages familiaux, qui est sans doute l'idée la plus proche que vous vous faites de ce qu'est une famille. Les ménages familiaux, ce sont les couples sans enfants, les couples avec enfants et un adulte avec des enfants. C'est 60% pour ce qui concerne la France, des ménages. Les 40% qui restent, ce sont des colocataires ou des célibataires, que vous n'appellerez pas famille donc. Pourquoi est-ce qu'on regroupe? Pourquoi les économistes regroupent-ils toutes ces réalités au sein d'un terme qui n'est pas famille mais ménage? Parce que, et ça c'est le cœur du sujet, parce qu'ils privilégient la fonction de consommation qui caractérise les ménages, tandis que la production est le fait d'un autre groupe qu'on appelle les entreprises. Donc quand on parle de famille, en économie, on privilégie, on ne considère que l'aspect consommation. Qu'est-ce que ça change? D'un point de vue comptable, rien. D'un point de vue du sens économique, lorsque vous parlez de consommation, c'est-à-dire que lorsque vous parlez d'une dépense qui a pour vocation de satisfaire immédiatement un besoin, vous raisonnez en termes de coût. Combien ça coûte? Alors que si vous raisonnez en termes de production et à plus forte raison d'investissement, ça n'est plus le coût qui doit être pris en compte, c'est le retour sur investissement, c'est la rentabilité. Pourquoi je vous dis ça? Vous êtes des responsables politiques. Je ne suis pas un politique, je vous l'ai dit. J'ai rencontré de nombreuses responsables politiques qui m'ont toujours dit « on voudrait faire quelque chose pour la famille, mais ça coûte cher ». Et je leur répondais « vous avez tort, ça ne coûte pas cher, ça coûte très cher ». Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Vous devez raisonner en disant combien ça rapporte. À partir du moment où vous acceptez d'appréhender la famille comme un lieu d'investissement et non pas comme un lieu de consommation. Et ça, c'est ce qui est peut-être fait à partir du moment où on considère ce qu'on appelle la production domestique. Qu'est-ce que c'est que la production domestique? Qui n'est pas reconnue par les comptables nationaux de nos différents pays et en particulier de la France. Nous ne mesurons pas la production domestique. Ça vaut zéro. Ça vaut zéro. La production domestique, c'est tout ce qui est produit au sein de la famille. C'est une richesse dont il serait, me semble-t-il, préjudiciable de se priver. Certes, son évaluation est difficile, mais il suffit d'avoir des ordres de grandeur, je vous l'ai dit, pour se convaincre que c'est une énorme richesse. Tout à l'heure, on l'a dit, et je le répète, et là c'est une fourchette, selon les pays d'Europe,
parce que la réalité est la même dans nos différents pays, c'est entre 25 et 40% du PIB du pays. Je répète, la production domestique qui est considérée comme ne valant rien vaut en fait, équivaut à 25 à 40% du PIB. Quel est le risque? Le risque, c'est de négliger un tel investissement, d'autant plus que ses effets sont lointains. C'est un investissement long, l'éducation d'un enfant. C'est 20 ans, quasiment 20 ans. Donc le retour sur investissement, vous voyez un petit peu comment il va être appréhendé. Et c'est pour cela qu'il faut rappeler un certain nombre de principes de base avant de proposer des actions. Je crois qu'il est plus correct de bien poser les problèmes auxquels nous sommes soumis. Et là, avant d'envisager quelques propositions concrètes, je voudrais vous rappeler quelques-uns de ces principes de base. Il faut accélérer, j'en suis à ma troisième partie, c'est la plus intéressante, mais comme on me demande d'accélérer, c'est parce que ça me permettra de vous renvoyer à mon ouvrage et à mes écrits. J'accélère donc pour vous dire qu'il faut éviter un certain nombre de confusions, je vais les énumérer. Du coup, non, mais je suis en train de bouger, c'est là-dessus, alors que c'est là-dessus. Vous voyez, ça y est, j'ai perdu le fil. Alors, d'abord, ne confondez pas, s'il vous plaît, dans vos analyses, la solidarité verticale et la solidarité horizontale. C'est deux choses nécessaires et importantes, mais ça n'est pas la même chose. Verticale, c'est l'échelle de revenus de bas vers le haut, du haut vers le bas. On veut plus d'égalité en faisant des transferts. Mais s'agissant de famille, il ne faut pas comparer des riches et des pauvres. Il faut comparer des pauvres sans famille et des pauvres avec famille, ou des riches avec famille ou sans famille. C'est ce qu'on appelle la solidarité horizontale. Je n'insiste pas. Deuxième distinction fondamentale. Ne confondons pas politique sociale, politique nataliste, politique familiale. C'est complémentaire, il y a des superpositions bien sûr, mais la politique sociale, c'est la politique de welfare state. Je veux lutter contre quelque chose qui est mauvais, la maladie, le handicap, le manque de travail, que sais-je encore. La famille est-elle quelque chose de mauvais? Est-il logique que c'est le cas en France et je crois que c'est le cas dans beaucoup de vos pays, que le ministre qui s'occupe de la famille soit le ministre des Affaires sociales? Je propose dans mon livre un ministère des solidarités intergénérationnelles et de l'investissement familial. Trouvez un autre terme un peu plus court, mais vous avez vu l'idée. Enfin, je pense qu'il s'agit de privilégier la liberté. Le désir d'enfant est conséquent. Laissons aux couples la possibilité d'atteindre leurs objectifs. Responsabilité et subsidiarité, je ne vais pas commenter plus longuement. Je voudrais, si c'est possible, ben oui, c'est ma faute, je vous en prie. C'est un mouvement migratoire. C'est un mouvement migratoire. Don't worry. Voilà, alors je voulais vous donner quelques exemples, je vais passer dessus, pris en France que je connais mieux, dans d'autres pays, sans prétendre faire un programme de politique familiale, c'était que des illustrations, donc je vais passer, je répondrai plutôt à vos questions si on en a le temps, et je voudrais vous dire que bien entendu, donc voilà, en termes de politique, on peut jouer sur de nombreux tableaux. Il y a une dimension monétaire, des prestations monétaires. Il y a surtout un travail à faire auprès des médias pour que l'image de la famille, de la maternité, de la parentalité soit plus positive. C'est la dimension institutionnelle de la famille. Il faudrait sans doute, je vais parler de responsabilité, peut-être trouver un autre terme, mais revaloriser la notion de mariage. Le mariage doit être considéré comme un engagement, une responsabilité, et non pas uniquement comme un mode de gestion patrimoniale. Et la fonction parentale, celle qui a pour mission de former le capital humain, devrait être comptée. Et puis, dernière proposition, c'est pour les économistes dont je suis, il faudrait se décider à comptabiliser la production domestique. Qu'est-ce que je veux? Je ne vais pas conclure. Conclusion provisoire. Pourquoi? Parce que c'est vous qui allez continuer mes propos, peut-être. Je voudrais simplement vous dire qu'il faut encourager la relance de la fécondité dans le vieux continent. Cela passe, voilà mes préconisations concrètes, par une politique de promotion de la famille. On ne fabrique pas de berceau avec des cercueils. Une bonne prévision n'est pas forcément celle qui se réalise, mais celle qui conduit l'action à éviter la prévision. Enfin, la famille reste plébiscitée.
solidarité, refuge, transmission, mais il faut reconnaître la temporalité de la société très dure pour ceux qui veulent des enfants. Il faut satisfaire le désir d'enfant. C'est pourquoi je vous remercie de votre attention et j'espère surtout avoir contribué à vous aider dans vos futures actions. Moi, je n'ai rien à ajouter. Sorry, I'm just asking how much. Alors, je demandais juste combien de temps il nous reste. Malheureusement, il nous reste 3 minutes parce qu'il y a un autre événement ici même, dans cette salle. Okay, let's hope. D'accord, bon. Espérons que les autres intervenants seront patients. On va prendre 5 minutes. 3 questions, très rapidement. 1, 2, 3. Désolé pour les autres. Merci Romana, merci d'avoir rappelé que le PPE a rédigé son position paper sur la famille qui rejoint un nombre de vos propositions. Vous êtes passé un petit peu vite sur la diapo, c'est pas de votre faute, sur les politiques familiales. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il existe des études comparatives des politiques familiales qui sont mises en place dans nos 27 États membres et leur effet sur tout ce que vous avez dit. Est-ce que ces études existent et est-ce qu'on pourrait les avoir pour s'inspirer des bons exemples? Merci. Let's take all. Alors, nous allons écouter les 3 questions et ensuite on vous donnera la parole. Très rapidement, j'ai l'impression qu'on ne peut rien faire pour influencer les taux de natalité. Est-ce qu'on ne devrait pas se concentrer sur les régions les plus touchées, avec une chute du nombre d'habitants de 20 à 30%, pour se pencher sur les infrastructures, les logements, pour tenter de favoriser la création d'emplois, d'entreprises. Peut-être on devrait se concentrer là-dessus, parce qu'on pourra peut-être faire évoluer les taux de natalité à long terme, et on aurait un effet peut-être domino. Et étant donné qu'il y a une baisse du nombre de naissances, il y a de moins en moins de femmes en âge d'avoir des enfants. Une autre question. Je voudrais vous remercier d'avoir cité Michel Godet et M. Bousmar, sont des amis très proches, et donc je leur dirai que vous avez reparlé du fait qu'ils ont été les premiers à soulever ces questions. Et ma question est très brève. Qu'est-ce qui explique, selon vous, vous en avez parlé, le fait que ce qui s'est passé en Hongrie, ils ont énormément investi. Et finalement, ça se tasse et vous avez dit que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Selon vous, dans quelle direction il faut qu'on réfléchisse? Merci. Voilà, pardon. Je suis absolument désolé. Mes étudiants sont moins sages que vous et je vous voyais tellement attentif que j'ai débordé le temps. Alors, la réponse est simple pour votre question. Pour moi, il n'y a pas de politique familiale en Europe, il y a des politiques sociales. Et si elles ne marchent pas, c'est parce qu'elles ne sont que sociales et qu'elles ne sont pas familiales. Donc ce n'est qu'en mettant en œuvre des politiques familiales que peut-être on pourra mesurer des effets positifs. Mais aujourd'hui, elles n'existent pas. La France elle-même, je ne dis pas qu'il n'y a rien, hein, mais il y a eu beaucoup mieux. Pour répondre à votre question, je dirais que d'abord, si mes informations sont bonnes, ce que vous proposez, je ne suis pas contre, mais je crois que les politiques familiales restent du domaine des États et non pas au niveau européen. Donc je ne sais pas comment on pourrait faire en sorte qu'au niveau européen, on incite certaines mesures propices, efficaces dans le domaine que vous citez. En revanche, votre question me permet d'être plus concret que je ne l'étais du fait du temps, c'est que dans les enquêtes, il y a 3 choses qui expliquent pourquoi les couples n'ont pas autant d'enfants qu'ils le souhaitent. Le coût de l'éducation, j'en ai beaucoup parlé, le logement, vous en avez parlé, et la stabilité. Comment voulez-vous envisager un investissement de 20 ans si vous n'êtes pas sûr que la politique mise en œuvre ne durera pas? Et qu'est-ce que... ouais, voilà, j'ai oublié la... Madame... Alors, pour la Hongrie. La Hongrie, oui. Alors la Hongrie, ça va me permettre, dans les illustrations que j'avais prévues, j'en avais retenu une. Alors d'abord, pour répondre à votre question, les effets, c'est à long terme. On ne peut pas dire que ça ne marche pas. Ce n'est pas suffisant et ça pourra marcher. Il y a une mesure que j'ai relevée en Hongrie que je trouve très intéressante
par rapport à la notion d'investissement, donc de prise de risque. Il faut aider les couples avant qu'ils aient des enfants. Vous n'allez pas attendre qu'ils aient des enfants. Or, en Hongrie, ils ont mis en place une mesure qui est un crédit, c'est un crédit remboursable aux couples sans enfants. Et le remboursement se fait ultérieurement, comme tout prêt, mais au fur et à mesure que les naissances arrivent, le remboursement est réduit. Ça, je trouve ça très intéressant, parce que ça montre bien qu'on a compris dans ce pays que c'était un investissement et qu'il fallait faire le pari. Vous avez des couples qui veulent avoir des enfants qui ne peuvent pas en avoir, vous en avez d'autres qui en voulaient, qui n'en ont pas, et donc je trouve cette mesure très intéressante. Quels seront ses effets? Vous me réinvitez dans 10 ans et on en reparlera. Thank you very much for the patience. Thank you. Merci de votre patience. Merci, monsieur le professeur. C'était vraiment passionnant. Oui, on va approfondir avec votre livre et la présentation, je l'espère, sera mise à votre disposition. Merci beaucoup. Bon. Oh là là.